Matière à penser, Dominique Rousset. Matière à penser qui observe le monde qui vient avec un nouveau rapport sur les inégalités dans le monde qui vient de paraître, c'était au mois de janvier. Cette fois, celui d'Oxfam, une organisation internationale de développement qui tente de mobiliser le pouvoir citoyen contre la pauvreté. Et de nouveau, ces chiffres énormes, absurdes, accablants. 82% des richesses créées dans le monde l'année dernière ont bénéficié aux 1% des plus riches, alors que la situation n'a pas évolué pour les 50% les plus pauvres. Mieux, le nombre de milliardaires a connu l'année dernière sa plus forte hausse de l'histoire, avec un nouveau milliardaire tous les 2 jours. C'est vrai que des chiffres un peu absurdes, une progression de près de 800 milliards de dollars en 12 mois, soit 7 fois le montant nécessaire pour mettre fin à la pauvreté extrême dans le monde. En voulez-vous encore ceci peut-être? Les femmes occupent les emplois les plus difficiles et les plus mal rémunérés, tandis que la quasi-totalité des grandes fortunes dont nous parlons sont entre les mains des hommes. Inégalité, la crise financière a bien fait surgir cette question, devenue un sujet de débat dans les pays développés. Et si le phénomène qui concerne l'ensemble de la planète est perçu comme très contemporain, c'est parce qu'au lieu de se réduire, comme cela était encore le cas jusqu'au milieu du XXe siècle, les écarts, comme on vient de le voir, se creusent au contraire dramatiquement et que rien ne paraît pouvoir l'empêcher. Pour qu'une société existe, écrivait Émile Durkheim en 1893, il faut que ses membres éprouvent de la solidarité les uns envers les autres. Alors est-ce ce lien moral entre individus et groupes qui fait défaut, crise des valeurs, faillite des États? Autant de questions que se pose notre invité. Où en sommes-nous avec la solidarité? Bonsoir Nicolas Duvaux. Bonsoir. Sociologue, professeur à l'université de Paris 8 Vincennes, chercheur au centre de recherche sociologique et politique, de très nombreux travaux déjà sur l'exclusion, les politiques d'insertion, la pauvreté. Vous avez été très proche de Robert Castel, vous êtes proche également de Serge Pogam, remarquable zéné, spécialiste aussi de ces questions. Et puis l'actualité dont nous allons sans doute parler aussi. Vous êtes partenaire d'un travail qui vient de paraître sur l'investissement social, quelle stratégie pour la France, avec l'Observatoire national de la pauvreté, je crois, l'ONPES. Et également, vous êtes l'auteur d'un nouveau que sais-je très complet sur les inégalités. La solidarité nationale, donc, en principe, financée par l'impôt, qui repose sur une redistribution des richesses. Chaque citoyen y contribue en fonction de ses moyens. C'est en France une mission qui est assignée au ministère des Affaires sociales. C'est quand même un concept nouveau. On va revenir sur l'histoire de la solidarité. Est-ce tout cela qui est en train de disparaître, la solidarité, au fond, est-ce une simple valeur morale ou est-ce une exigence de la République, Nicolas Duvaux? Alors, la solidarité, c'est un ensemble assez indissociable et c'est pour ça que la notion est absolument fascinante. C'est un ensemble indissociable de valeurs de solidarité, donc qui renvoie à l'éthique et à l'altruisme, mais aussi d'exigences politiques et d'institutions qui les inscrivent dans des sociétés concrètes à travers des mécanismes de financement, de transfert, d'obligations que les individus contractent les uns avec les autres et la manière dont ils s'obligent les uns avec les autres à faire société ensemble. Si ce mot de solidarité donc apparaît, il est très fréquent en fait, il est très présent. Alors je reste encore sur la France, des sigles qui ont été choisis par nos différents gouvernements, le pacte civil de solidarité, le fameux PACS, le revenu de solidarité active, le RSA, on va en parler, l'impôt de solidarité sur la fortune. Il y a eu une journée de solidarité, on se souvient, le lundi de Pentecôte, un fonds de solidarité pour le logement. Je pourrais encore en mentionner d'autres. Et pourtant, il y a ce glissement sémantique et cette rupture que vous observez aussi, qui est le point de départ de vos travaux actuels. Absolument. Alors, on peut dire 2 choses. La première, c'est que la solidarité, si on remonte un petit peu dans l'histoire, parce que c'est, oui, faut le faire, il faut quand même essayer de se dire d'où ça vient cette question-là. Vous avez cité Émile Durkheim, un exact contemporain d'Émile Durkheim qui s'appelait Léon Bourgeois, qui était un homme politique de la mouvance républicaine, on va dire, dans l'affirmation de la Troisième République, avait formulé un certain nombre d'idées et parler de cette dette sociale. Quand on arrive dans la société, on n'est pas le premier, on ne crée pas tout seul.
seul, on ne réussit jamais par ses propres moyens, de la même manière qu'on n'échoue jamais que par sa propre faute uniquement. Et il disait, il y a une dette sociale qu'on contracte tous les uns vis-à-vis des autres de par notre simple existence en société. C'est évidemment une retraduction d'une certaine manière des idées de Durkheim qui avait vraiment vertement critiqué les idées qui disaient, voilà, dans la société moderne, on n'est plus que des atomes qui pourraient se mouvoir librement et éventuellement échanger sur un marché. Non, Durkheim nous disait, on est liés, il y a une interdépendance de fait. Et donc pour les sociologues, et c'est là un point de départ important, pour les sociologues, la solidarité c'est un fait. C'est quelque chose qui nous relie, qui fait qu'on ne peut pas échapper à des liens qui nous rattachent aux autres. Même si on pourrait avoir spontanément envie de considérer que non, on ne répond que de soi, parce qu'après tout, nous sommes des individus libres. Ce fait, cette interdépendance entre les individus au sein de sociétés complexes, sociétés industrielles qui émergent à la fin du 19e siècle, au fond, cette notion, à cette période-là, elle a en France un rôle très particulier qui fait qu'on parle sans doute plus de solidarité dans notre pays que dans d'autres, au Royaume-Uni ou en Allemagne, on a d'autres notions, parce que la solidarité, elle est venue traduire dans la Troisième République et ensuite dans nos institutions, au fond, c'est cette notion qui a donné sa traduction concrète au principe de fraternité qui apparaît dans la devise républicaine, parce que la fraternité c'est un élan vers d'autres. Alors il y a évidemment une racine un peu religieuse dans la fraternité évidemment, mais la solidarité c'est la manière de traduire le principe de fraternité dans le droit et de transcrire dans un ensemble d'obligations ce lien que nous avons avec les autres parce que nous participons à la même société. Oui. Apparu en 1848, donc vous le dites, l'adoption de cette devise républicaine, et je le cite, la République doit par une assistance fraternelle, effectivement, assurer l'existence de citoyens nécessiteux et ailleurs, les citoyens doivent concourir au bien-être commun en s'entraidant fraternellement les uns les autres. Ça n'a pas toujours été le cas. Sous l'Ancien Régime, l'assistance aux pauvres, c'était plutôt de la charité. C'était les religieux qui s'en occupaient. C'était de la charité. Et à la période dont vous parlez, et jusqu'à la fin du 19e siècle, en fait, il y aura une opposition acharnée de tout un ensemble d'acteurs publics qui seront dominants au principe de l'intervention de l'État. Tocqueville, qui s'exprime à peu près à la période dont vous parlez et qui écrit un mémoire sur le paupérisme, traduit très bien cette hantise des contemporains vis-à-vis de ce qu'il appelle la charité légale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va donner aux pauvres des droits sur la société qu'ils pourraient revendiquer. Et il faut attendre les grandes lois républicaines de la fin du 19e siècle pour que enfin on traduise dans le droit et dans des prestations qui sont octroyées sans qu'on regarde qui est la personne et est-ce qu'elle s'est bien comportée avant, ces principes d'entraide. Donc la solidarité, elle a cette caractéristique d'être au fond cette traduction dans des institutions, dans des obligations. Et c'est ça le point fondamental, c'est la notion d'obligation. Que nous devons. Nous n'avons pas le choix, nous ne pouvons pas nous y soustraire. Et ça a été le grand débat qui a transformé au fond un principe d'entraide ou un principe de fraternité qui était parfaitement compatible avec le libéralisme économique dans la transformation et la création de l'État social, de l'État-providence à partir du début du XXe siècle. C'est à partir du moment où on raisonne non plus en termes d'élan vers autrui, ou d'empathie, ou de compassion, ou de charité, mais en termes d'obligation traduite dans le droit et dont on ne peut pas, auquel on ne peut pas soustraire. Je reviens encore un petit peu en arrière, presque pour le plaisir, et puis pour montrer aussi à quel point tout de même les choses ont évolué, comme vous le dites. Effectivement, sous l'Ancien Régime, Maison-Dieu, l'Hôtel-Dieu, qui s'occupait des nécessiteux, une ordonnance de police au XVIIIe siècle, je voudrais la lire aussi, qui désigne les vagabonds, gens qui ne servent que de nombre. Ils sont le poids inutile de la terre. C'est même dit en latin auparavant encore, il faut rappeler qu'on les marquait au fer rouge, les vagabonds sous Jean dit le bon. On n'a jamais été très tendre avec eux, et même la Révolution qui avait déjà édicté ceci, il a fallu attendre, comme on l'a vu, 1848. Je voudrais encore parler de l'indignation de Victor Hugo, comme toujours très visionnaire. C'est à l'Assemblée en 1851 qui vient de visiter le nord du pays, et je le lis, c'est toujours un plaisir de lire Victor Hugo. Je vous dénonce la misère qui est le fléau d'une classe et le péril de toutes. Je vous dénonce la misère qui n'est pas seulement la souffrance de l'individu, qui est la ruine de notre société, avec un appel à l'action sociale, à la force des choses,
celle de Dieu donc, ajoutons l'effort des hommes, unissons l'action sociale et nous triompherons. Déjà, chez Victor Hugo, ce sentiment que non seulement c'est un devoir, mais que c'est en plus une nécessité pour l'équilibre d'une société. C'est une nécessité pour l'équilibre. Dans les réflexions très belles que vous venez de rappeler, il y a deux choses qu'on pourrait dire. C'est que au Moyen-Âge, ça c'est l'historien Borislav Geremek qui l'avait montré dans un très grand ouvrage qui s'appelle La potence et la pitié, sur la manière dont on appréhendait justement les mendiants, l'équivalent des sans-abri contemporains pendant le Moyen-Âge. Il disait: la société, elle oscille toujours entre la compassion et la répression vis-à-vis des pauvres. Et ça, c'est quelque chose qui, compris, éclaire très fortement les sentiments contemporains. Je veux dire, on voit bien que vis-à-vis des situations de difficulté, on est pris dans des élans qui sont en apparence contradictoires. On a envie d'aider les gens, puis on se dit qu'aussi pour l'ordre public, eh bien, il y a la nécessité de limiter ou de contenir les phénomènes. Et donc, Borislav Geremek avait très bien montré cette articulation très paradoxale de compassion et de répression, de potence et de pitié dans le traitement médiéval des vagabonds. Et simplement, ce qui se passe à la Révolution, au moment où eh bien il y a cette grande réflexion sur l'organisation de la société et au fond sur l'idée que les institutions politiques doivent prendre en charge les situations, y compris et peut-être d'abord celles des plus nécessiteux. Ben là, il y a un précédent historique tout à fait important qui est le comité pour l'extinction de la mendicité qui avait été présidé par le duc de La Rochefoucauld-Liancourt et qui pose au fond ce principe que au fond l'assistance aux pauvres est un devoir sacré pour l'État. Et là, on entre vraiment dans une réflexion moderne. Alors, elle est empreinte de sacralité, évidemment, mais on le retrouvera jusque dans la période très, très contemporaine. Mais les réflexions d'Hugo font écho à cela, à l'idée qui avait été affirmée pendant la période de la Révolution, en 1792 et 1793, eh bien, de cette nécessité pour les institutions politiques de ne pas laisser les prérogatives de venir en aide à qui que ce soit d'autre. Oui. Et ces premières lois, donc fin 19e, enfin il y a quand même eu la loi de, je crois, mars 41 sur le travail des enfants. Le travail des enfants. Ça, c'est une date importante. En fait, c'est une évolution progressive. C'est une évolution progressive. Tout au long du 19e siècle, la question sociale émerge dans les sociétés, pas que en France d'ailleurs, dans l'ensemble des sociétés qui sont confrontées en fait aux effets de l'industrialisation, ce qui choque les contemporains. Déjà la révolution industrielle qui se pointe. C'est ça, et c'est l'idée que la plus grande modernité économique ne va pas apporter de résolution de l'ensemble des problèmes sociaux et qu'elle va même en créer de nouveaux. Ce que Engels voit en Angleterre, ce que Victor Hugo ou les réformateurs sociaux voient en France, c'est une misère qui est créée par la modernité économique. Et c'est dans ce constat-là que finalement va se loger l'idée qu'il faut traduire dans des institutions, dans une transformation de la société, eh bien, les principes de solidarité qui mettent en œuvre la fraternité. Oui, le travail des enfants qui ne pourrait plus être admis au travail en dessous de 8 ans. Oui. 8 ans, on s'en rappelle, le travail de nuit interdit au moins de 13 ans, et puis d'autres lois, évidemment, les accidents du travail, l'assistance aux malades, les indigents, les vieillards. Et il faut donc arriver jusqu'au XXe siècle, et ce sont quand même les gouvernements de gauche, avec un premier ministère de la solidarité nationale, on s'en souvient peut-être, Nicole Questiot, premier gouvernement socialiste de Pierre Mauroy, et puis les mesures pauvreté, précarité. Vous entrez en scène là, Nicolas Duvaux, parce que vous avez beaucoup réfléchi à ces mesures, RMI, puis RSA. Oui, alors, mais ce qu'il faut là aussi peut-être revenir un tout petit peu en arrière pour dire que cette volonté de reconstruire la société autour de la traduction institutionnelle de la solidarité, en fait, il a fallu attendre vraiment la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour qu'elle se soit on est presque au milieu du XXe siècle. Voilà, le principe d'organisation, parce qu'il faut qu'il y ait ce moment de reconstruction des sociétés après, au fond, une grande parenthèse d'une trentaine d'années. Certains ont appelé ça la guerre civile européenne, cette période qui va de 1914 à 1945, où au fond, les sociétés européennes ont vécu dans une tension extrême, et que ce soit en France avec les réflexions du Conseil national de la résistance, ou au Royaume-Uni avec le rapport Beveridge. En fait, le grand point historique, c'est la publication en 1942 du rapport Beveridge à Londres, et qui dit, voilà, au fond, on va gagner la guerre, on va la gagner pour que ça ne se reproduise jamais, et pour que cela n'arrive plus, il faut reconstruire la société. Et au Royaume-Uni, ça sera la création du grand système de santé, le NHS, dont on reparlera peut-être en 1948. En France, ce sera la sécurité sociale. Et simplement, le point qui est tout à fait important et paradoxal, c'est pour
pour qu'on commence à parler de solidarité, pour qu'on commence à parler de lutte contre la pauvreté, il faut que ces grands instruments qui ont été mis en place après la Seconde Guerre mondiale commencent à montrer des failles. C'est-à-dire que pendant la période des Trente Glorieuses, et jusqu'à la fin des années 70, pour le dire simplement, on a des institutions qui reposent sur les principes de l'assurance. C'est ça la sécurité sociale, c'est que les travailleurs et leurs familles vont être protégés du manque par des instruments de type assurantiel, où on contribue, on cotise pour sa propre protection, dans des régimes professionnels. Et jusqu'à la fin des années 70, au fond, le plein emploi permet à ces instruments de couvrir la quasi-intégralité de la population. Alors la quasi, parce que dans la période, il y a aussi l'appel de l'abbé Pierre. Enfin, tout n'est pas simple et tout n'est pas rose dans les Trente Glorieuses. Mais jusqu'aux années 80, globalement, on considère que ces instruments sont efficaces. Et il faut qu'on soit heurté par la crise économique qui s'ouvre dans les années 70, après les chocs pétroliers de 73 et 79, pour arriver à comprendre qu'il faut réfléchir au pacte social. Donc le grand paradoxe, c'est qu'on réfléchit au pacte social, on réfléchit à la pauvreté, à la solidarité, à partir du moment où les grandes institutions qui mettaient cela en œuvre, eh bien, montrent des défaillances. Avec les premières critiques aussi sur les dépenses sociales des économistes, le patronat, bien entendu, mais aussi des chercheurs qui accusent un système de protection sociale d'être peut-être la cause de manque de compétitivité, de trop de facilité, et on en arrive à ces critiques assez désagréables auxquelles nous avons assisté aussi, là peut-être un petit peu plus tard, années 90, 2000, discours contre l'assistanat, ce mot qui devient tout d'un coup très péjoratif. Voilà. Alors, on parle plus d'assister, on parle plus d'assistance, on parle plus d'un droit. On parle plus d'assistance, c'est ça, mais d'assistanat. Mais d'assistanat ou d'assister. En fait, le virement, enfin le virage qui s'opère, c'est que au fond, on revient, et ça, ce que disait Guérémec, on revient à une évaluation morale des situations. Ce qui s'était passé au XXe siècle et ce qu'on avait réussi à faire dans une certaine mesure, jamais totalement bien sûr, c'est de soustraire les gens qui sont dans le besoin à une évaluation morale. Est-il responsable? N'est-il pas responsable? Parce que précisément, on avait des institutions qui couvraient de manière collective les grands risques de l'existence. Et ce qui se passe dès lors qu'on a des instruments qui vont cibler la pauvreté, qui vont identifier les gens en tant qu'ils manquent de ressources ou qu'ils ont des besoins, eh bien, c'est que très spontanément, presque naturellement, on va revenir à une évaluation morale de leur situation. Et on met en cause, c'est ça, un système qui serait trop généreux, dont ils profiteraient. Là, il y a deux choses. C'est que la montée en puissance de l'État social à un niveau, on peut dire macro de l'ensemble de la société, on commence à se poser des questions. Est-ce que ça coûte pas trop cher? Est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'il n'y a pas des externalités négatives? Ça, c'est toute la rhétorique autour de la crise de l'État-providence qui arrive dans les années 80. Est-ce que c'est viable, au fond, tout ça? Et puis, il y a une deuxième question qui est celle que quand on cherche à réparer les failles de ces systèmes de protection sociale, on crée des instruments spécifiques. Le plus connu, c'est le RMI, parce que lui, c'était vraiment quelque chose qui était ouvert à partir de 25 ans. Ça a été créé en 1988 par Michel Rocard. Et l'idée était de dire, il y a des gens qui n'ont rien. Parce qu'ils n'ont pas travaillé. Comme ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas le droit à une prestation chômage ou retraite, que sais-je. Et donc, il faut quand même qu'ils aient un revenu en tant que citoyens. C'est que là, on est allé rechercher la Rochefoucauld. Ah oui, la dette sacrée de la nation envers les gens. Oui, il faut la mettre en œuvre parce que nos instruments qui ont marché pendant les 30 Glorieuses montrent leurs limites. Et dès qu'on cible, c'est ça le point qui est compliqué, c'est que dès qu'on cible, dès qu'on s'adresse à des gens parce qu'ils sont pauvres et non pas parce qu'ils sont des citoyens ou parce qu'ils sont des travailleurs, eh bien, on revient à quelque chose qui est de l'ordre de l'évaluation morale. Et ça, c'est tout à fait pernicieux pour l'idée même de solidarité. J'allais le dire, voilà, c'est là qu'on commence à ronger un peu ce thème de la solidarité. Absolument. C'est là que la solidarité glisse du droit à la faveur. Elle glisse du droit à quelque chose qu'on accorde. Et là, je crois qu'il faut vraiment réfléchir à la sémantique. C'est un terme qu'on entend tout le temps, les bénéficiaires du RSA. Bénéficiaires, c'est comme si on parlait d'une faveur, d'un don, d'un privilège, alors qu'on parle de droit. On parle de droits sociaux et de citoyens qui sont éligibles à des droits sociaux, mais notre langage à tous, et notre langage, évidemment, le langage politique est le plus explicite souvent parce que il polarise ou il politise des enjeux, eh bien, on va interpréter des droits comme des faveurs ou comme des droits qui n'en sont pas vraiment, en s'octroyant un droit de regard sur les personnes qui en sont titulaires. Nicolas Sarkozy, au début des années 2000, nous avons consacré des milliards à maintenir des gens dans l'assistanat, envoyer un message désastreux à notre jeunesse et décourager le travail en faisant de l'assistanat une situation plus confortable que l'activité.
Oui, et c'est là qu'on a un discours. Il n'est pas le seul à tenir ce discours. Absolument pas le seul. Et c'est un discours qui trouve un écho, et je pense que c'est un discours qu'il faut prendre très au sérieux, parce qu'il rencontre un écho dans de larges parties de la population. Une partie des enquêtes que j'avais pu mener, très concrètes, auprès d'allocataires du RSA, du RMI à l'époque, montraient que même les gens qui sont directement touchés peuvent adhérer à ce discours en disant voilà, on nous piège, on nous met dans des trappes à inactivité, alors qu'en fait ce raisonnement-là inverse les effets et les causes. C'est-à-dire que au lieu de se dire qu'on a créé des poches d'assistanat dans laquelle les gens se complaisent, la réalité est que la société utilise l'assistance pour pallier les défaillances des systèmes de protection sociale plus généraux. Matière à penser, donc je suis en compagnie de Nicolas Duvaux. Nicolas Duvaux, sociologue, professeur à Paris 8 et qui il réfléchit beaucoup à ces questions d'inégalité et de solidarité. Vous me disiez en écoutant cette chanson de Mademoiselle K, Nicolas Duvaux, qu'il existe en Grande-Bretagne un ministère de la solitude. Oui, ça c'est vraiment dans les paradoxes et les réponses qui sont des symptômes de l'ère du temps. On a créé au Royaume-Uni un ministère de la solitude. Alors c'est évidemment très intéressant parce que vu la manière dont au Royaume-Uni on a réformé de manière drastique les politiques de solidarité en les contraignant. Ken Loach en a donné une image très très vivante dans Moi, Daniel Blake récemment. Eh bien voilà, quand on a cassé les mécanismes de solidarité publique ou privée d'ailleurs à travers la baisse du soutien aux associations et on crée un ministère de la solitude pour pallier la situation qu'on a créée. Et donc là on est typiquement, si vous voulez, dans les ambivalences de l'approche, on pourrait dire, néolibérale de ces questions. Restons encore un peu à l'étranger avec les États-Unis que vous avez beaucoup observé aussi et des comparaisons intéressantes. Qui sont les pauvres ? Alors les pauvres aux États-Unis, c'est une population d'abord très très vaste parce que on a redécouvert une extrême pauvreté aux États-Unis, c'est-à-dire des gens qui vivent avec moins de $2 par jour. Ça existe, il y a des clandestins, mais pas que. Quand vous dites redécouvert là aussi, ça tient à ces années 80 Ça tient à ces années 80, 90. Dans le même renversement dont nous parlons. Oui, alors simplement aux États-Unis, on a été beaucoup plus loin, beaucoup plus fort, puisque les États-Unis, ça, les travaux de Thomas Piketty ont eu le grand mérite de le rappeler, ont eu pendant la période des 30 Glorieuses des taux d'imposition très importants, des taux marginaux d'imposition sur les hauts revenus très importants. Et puis soudain, après le début de la période réganienne, on est rentré dans une phase complètement différente. Et tout le XXe siècle, exactement comme ça s'était passé en Europe, avait été marqué par l'intervention de l'État fédéral dans les questions sociales. Alors là-bas, on était d'abord intervenu pour les veuves de guerre, donc il y a des prestations pour les familles monoparentales. Et il s'est passé un grand retournement, c'est-à-dire que quand Bill Clinton a été élu pour son second mandat, il a mis en œuvre une partie du programme des républicains en matière sociale, et il a coupé drastiquement cette prestation qui venait en aide et qui aux familles monoparentales. Parce qu'au fond, au début du XXe siècle, les familles monoparentales, c'était des veuves de guerre, donc la prestation était bien acceptée. Et puis dans les années 60, cette prestation est devenue l'image du ghetto et des femmes dans le ghetto, avant que Ronald Reagan ne les appelle les welfare queens, donc les reines du welfare, les reines de l'assistanat, on pourrait dire, en prenant un vocabulaire français. Et on a décidé de couper cette prestation radicalement. Et 20 ans après, la réforme a eu lieu en 1996, elle est très connue, c'est vraiment un élément très important de l'histoire sociale récente des États-Unis. Qu'est-ce qu'on constate ? C'est que l'extrême pauvreté est revenue aux États-Unis, qu'elle est vraiment une réalité diffuse, massive, et qu'on n'a pas de réponse institutionnelle. Et un des enjeux qui, moi, m'ont intéressé quand je suis allé passer du temps aux États-Unis, c'était de voir comment la nature sociale a horreur du vide et comment il n'y a pas rien. Il n'y a pas rien après cet état social qui s'est là, pour le coup, très délibérément retiré. Eh bien, il n'y a pas rien. Il y a des associations, des fondations philanthropiques qui viennent en aide aux populations, mais sous le mode du don, sous le mode de l'encouragement à se mobiliser pour participer à la société, sur le mode du choix des populations qui sont élues. Et donc on a en fait une nouvelle organisation de ces politiques de solidarité. On a une solidarité fragile parce qu'elle est liée à des initiatives privées, mais qui néanmoins se substitue à une intervention publique en même temps. Alors ça, il faut toujours le rappeler pour ce qui concerne les États-Unis, que cette intervention privée, elle est très étroitement liée à une prise en charge des populations pauvres et précaires et souvent minoritaires par les institutions pénales.
Puis, et il y a aussi une culture de la philanthropie américaine qui est très Oui, il y a une culture, développée. il y a une culture de philanthropie américaine qui est très développée. Là aussi, Tocqueville, on avait Bien évidemment parlé de la démocratie en Amérique, et c'est vrai. Mais la période réganienne a vraiment opéré un soutien massif. Et ça a été très très fortement conforté par Bush fils, de dire voilà, maintenant l'État ne sait pas faire, l'État ne doit pas faire, parce que dès qu'il intervient, il crée de l'assistanat de manière par principe presque. Et donc il faut donner à ces associations le rôle de venir en aide à ces gens en les aidant c'est ça le point important, c'est de dire la réforme morale des individus et la solution à la pauvreté. Ce qui est évidemment, les sciences sociales contestent vigoureusement, évidemment, parce que nous, on considère que c'est beaucoup plus des phénomènes structurels ou des causes telles que le chômage, telles que l'organisation sociale, les discriminations qui créent la pauvreté. C'est certainement pas simplement le manque de motivation des gens, mais les réponses qui sont apportées et qui sont considérées comme légitimes, eh bien, elles portent très souvent sur une réforme des individus et des groupes. Et ça, c'est un fait social qu'il faut prendre très au sérieux, parce que là aussi, on le voit se diffuser en Europe, au Royaume-Uni, en France également. En Europe et d'ailleurs en France notamment, on a aussi ces initiatives de solidarité. Il me semble que dans ces années-là, 80-90 dont nous avons parlé, le Téléthon, le SIDAction, les banques alimentaires, les Restos du Cœur, et peut-être plus récemment les débuts d'une économie sociale et solidaire, viennent en contrepoint au fond de ce que vous dénoncez là. Alors, comme vous dites, cette peur du vide finalement. Oui, en fait, c'est que tous ces acteurs-là se sont déployés. Alors, il y a deux choses qui sont pas exclusives l'une de l'autre. Il y a un aspect positif, c'est que au fond, la solidarité, c'était Régis Debray qui dit ça toujours de manière très imagée. Il disait, voilà, la fraternité, c'est le feu de camp sympathique dans lequel la communauté existe, et puis la solidarité, c'est le chauffage central, très mécanique, c'est la tuyauterie des institutions de la protection sociale. Mais moi, j'aime bien cette image parce qu'au fond, il y a une sensibilité contemporaine à la fraternité et au retour à une relation en face à face que l'engagement associatif permet de fait. Et donc, les gens veulent s'engager. Ils veulent pas simplement faire des chèques aux impôts ou faire des chèques d'ailleurs à leurs associations. Ils veulent participer. Et donc, toutes ces associations, toutes ces initiatives dont vous avez parlé, dans le Téléthon, on mouille sa chemise, on court pour venir en aide. Les gens, il y a une aspiration à revenir un peu au principe de fraternité et à dépasser le caractère vraiment très institutionnel, mécanique, financier de la solidarité, qui est quand même la base de nos transferts et de notre existence en commun. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que ces mécanismes-là, ils sont très utiles, ils sont très évidemment très on doit les louer et les saluer, mais ils constituent aussi ils peuvent constituer une fenêtre d'opportunité pour opérer des vases communicants, c'est-à-dire que l'État, et ça on le voit en France en matière d'exclusion, l'État a progressivement délégué aux acteurs associatifs la prise en charge de la gestion des questions de pauvreté, par exemple. Dans ce travail, l'investissement social, quelle stratégie pour la France, vous faites ce type vous faites ces constats-là. Et en fait, vous faites aussi quelques propositions. Peut-être qu'on pourrait en retenir 2 ou 3 qui vont dans le sens de ce que vous venez d'expliquer là. D'abord, l'idée d'investissement, c'est quoi? C'est alors tout simplement de dire, ça serait important de le rappeler parce qu'il y a des instruments. On parle beaucoup aujourd'hui des contrats à impact social, vous savez, qui sont des mécanismes de financement des politiques sociales par des acteurs privés. C'est pas du tout cela dont on parle dans ce rapport. L'idée là, c'est plutôt de dire, voilà, on vit dans des solidarités dans lesquelles les individus vont être confrontés à des expériences de mobilité sur le marché du travail, dans toutes les dimensions de leur vie, et il faut construire des instruments de protection sociale qui soient ajustés aux risques contemporains. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de couvrir les anciens risques, le chômage, la vieillesse, etc. Mais ça veut dire que il y a des connaissances qui ont été accumulées et qui doivent être prise en compte dans la construction des politiques publiques. Par exemple, on sait que quand on a une intervention précoce sur les enfants, la garde avec de qualité, par exemple, des enfants, eh bien, on a des effets vertueux tout au long du cycle de vie. Et donc, on dit, voilà, il y a des mécanismes qu'on peut mettre en œuvre. Et donc, là, typiquement, une réponse très concrète, c'est de dire la prise en charge de qualité des petits-enfants à très grande échelle. C'est un mécanisme de correction des inégalités parce que on peut arriver à anticiper, appréhender des choses qui, si on les prend en charge plus tard dans le parcours de vie, eh bien risquent de ne pas être aussi possible à corriger. Donc c'est l'idée de l'investissement social, c'est de se dire finalement si on intervient en amont, si on arrive à égaliser les conditions
de la population en amont, eh bien, on se donne des possibilités de corriger à terme de manière efficace les inégalités. Donc, il y en a qui appellent ça la prédistribution, en disant, voilà, c'est distribué avant pour éviter d'avoir à corriger. Ma vision de cette notion, c'est de dire, on va prédistribuer pour aussi équilibrer la redistribution qu'on opère, certainement pas la remettre en cause. Donc c'est un équilibre et c'est un complément à la vision plus traditionnelle de l'État social qui intervient en aval des situations. Sur cet état des lieux, sur ce travail que vous faites, sur les connaissances que l'on a sur le concept de pauvreté, de solidarité, Nicolas Duvaux, vous avez le sentiment que la pensée aujourd'hui, disons, n'est pas la même que celle, par exemple, que défendait un Pierre Bourdieu, qui a beaucoup réfléchi à ces questions, du fait de toutes ces évolutions sociales et économiques auxquelles nous assistons dans cette deuxième moitié du XXe? Absolument. Alors, en fait, je pense que si on prend cet auteur, Pierre Bourdieu, qui était très contesté, évidemment, parce qu'il y a eu tous les débats sur le danger sociologique, il y a deux choses qu'on peut dire. D'abord, l'essentiel de sa pensée me semble rester très utile pour comprendre le fonctionnement de la vie sociale, pour comprendre... En fait, ce qui l'intéressait, c'était pas tellement la solidarité ou la pauvreté, c'était plutôt vraiment la question des inégalités. Bourdieu écrit dans une période, les années 60-70, dans laquelle on est dans une période historique de contraction maximale des inégalités. Au fond, les inégalités, elles ont diminué au début, après la Seconde Guerre mondiale, années 50-60, et elles remontent depuis les années 70 partout dans le monde, de manière très intense évidemment aux États-Unis, au Royaume-Uni, là où on a lâché la bride à la finance, là où on a laissé les nouvelles technologies se déployer, là où la globalisation, c'est ça les grandes causes des inégalités économiques. Et donc Bourdieu raisonne sur les mécanismes cachés de transmission des inégalités. Et donc il dit voilà, même quand les inégalités économiques sont resserrées, ça dans les 30 Glorieuses c'est évident pour tout le monde, eh bien on est confronté à des mécanismes cachés de reproduction des inégalités, ce qu'il appelle par exemple le capital culturel, c'est-à-dire la transmission familiale d'éléments de compréhension du monde social. Là où on ne l'a pas. On l'a ou on l'a pas parce qu'on en a été doté ou pas par sa famille. Et aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que je pense que les économistes nous ont beaucoup appris. Thomas Piketty, mais c'est pas le seul, Branko Milanovic, l'économiste de la Banque mondiale, nous ont montré que dans les pays développés, on assistait à une remontée des inégalités. Alors par rapport à laquelle la France est encore relativement protégée, parce que ça augmente chez nous. Système social qui reste quand même par rapport à des voisins ou à des pays comparables, la tendance existe, mais elle est moins forte. Et simplement pour les sciences sociales, ça pose un défi, c'est-à-dire que il faut penser autrement les mécanismes de production des inégalités. Il faut les penser dans un contexte où la dimension économique des inégalités est redevenue très très centrale, parce que alors pour la France par exemple, le patrimoine joue un rôle très fort, et donc ça veut pas dire que ce que disait Bourdieu n'est pas fondamental, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, si on regarde la transmission du capital culturel, elle va passer par des mécanismes qui sont aussi la capacité très 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 économique, très concrètement financière des parents à payer des droits d'inscription qui peuvent être élevés dans des universités sélectives. Ça va passer par du soutien scolaire, ça va passer par la dotation d'un appartement dans une zone dans laquelle il y a des emplois. Donc en fait, on voit une hybridation, on doit constater une hybridation entre ces leviers économiques et culturels. Et donc ça, c'est tout à fait passionnant, parce que là, il y a un champ pour les sciences sociales et économiques d'investigation sur, au fond, qu'est-ce qui est valorisé dans notre société? Qu'est-ce qui est un bien dont la possession ou le manque constitue une inégalité? Ça, c'est une question tout à fait fondamentale. Et comment est-ce que la société, à travers divers mécanismes qui peuvent renvoyer à l'existence de classes sociales, mais aussi de discrimination en fonction d'une assignation à un genre, à une couleur de peau, à une religion, à un âge, eh bien, comment la société va produire, sédimenter ces différentes inégalités? Oui, ce sont deux points qui sont très intéressants dans vos travaux, je le précise, Nicolas Duvaux. Cette dimension économique est évidemment centrale, fondamentale, vous l'avez bien dit, pour rendre compte des inégalités, mais vous voulez aller bien au-delà. Par exemple, vous parlez des valeurs, comment l'éloge de la réussite individuelle, qui a été tellement privilégiée ces derniers temps aux États-Unis et ailleurs, a pu influer beaucoup. Mais vous parlez aussi, vous venez de le dire très brièvement, mais on pourrait peut-être le développer, des inégalités de genre, des inégalités d'origine, c'est-à-dire que c'est ce discours comme ça sur un mérite qui viendrait Absolument. D'ailleurs. Il y a deux choses. La on première. On ne peut pas parler que d'économie. Non, mais en fait, on doit parler avec les économistes de processus qui sont plus larges. Ce qui me semble
tout à fait décisif, c'est que les catégories, quand on compare par exemple les inégalités de salaire des femmes et des hommes. C'est une démarche qui est tout à fait nécessaire. Il y a des économistes qui montrent comment, voilà, c'est évidemment massif et la manière dont on les mesure montre comment elles se déploient. Mais là où les sciences sociales peuvent apporter quelque chose, c'est de dire, au fond, le fait même d'être un homme ou d'être une femme, c'est un processus social. Parce que, à part la différence biologique ou certains éléments qui résistent, Françoise Héritier disait la seule chose qui sépare biologiquement les hommes des femmes, c'est que les femmes donnent naissance à des hommes et à des femmes. Mais qu'au-delà de ça, qui s'en occupe, qui les garde, qui les nourrit, qui va travailler, tout ça, c'est des constructions sociales et culturelles, évidemment. Et donc, les sciences sociales vont montrer que les groupes que l'on compare, les hommes, les femmes, les personnes qui appartiennent à tel groupe ethno-racial, leur constitution, leur identité même est l'effet de processus d'assignation à un genre, qui est valorisé ou moins valorisé, d'assignation à un groupe ethno-racial qui est plus ou moins valorisé, et un groupe d'âge. Et donc, les sciences sociales, elles vont s'intéresser à la manière dont la société attribue des places aux individus et les enferme avec des effets. C'est là qu'il y a nous sommes assignés, chacun d'entre nous. Nous sommes assignés, mais avec des effets. Les plus privilégiés comme les autres. Voilà, nous sommes assignés, mais simplement cette assignation, elle peut aller dans le sens d'un cumul de privilèges, dès lors que votre assignation vous donne accès à l'universel, par exemple, ou elle peut vous assigner à la particularité. Et cette particularité, c'est là qu'il y a vraiment un point où sciences sociales et économie doivent dialoguer, c'est que ces assignations, elles ont évidemment des effets symboliques. La discrimination, c'est le fait d'être vraiment nié en tant qu'être humain à part entière. Ça, c'est la dimension subjective et symbolique. Mais ça produit aussi des effets très concrets. Quand vous êtes discriminé dans l'accès au logement ou à l'emploi, eh bien, évidemment, derrière, c'est vos revenus, votre capacité d'acheter un appartement ou une maison dans un lieu qui est valorisé, qui est empêché. Donc, il y a des effets très concrets sur la distribution des revenus. Donc, moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on a là des occasions d'approfondissement de données qui sont indispensables. Et sur le dernier point que vous avez évoqué, sur la responsabilité individuelle, ben ça me semble tout à fait vraiment être le fait majeur de l'ère du temps et qui est tout à fait en lien avec ce qu'on disait sur la solidarité. C'est-à-dire, il y a une représentation des inégalités et des différences qui les attribuent, que ce soit la réussite ou l'échec, aux caractéristiques de la personne elle-même et à leur mérite. Et là, c'est quelque chose qui est très inquiétant parce que c'est quelque chose qui est tout à fait corrosif du principe, là pour le coup, de solidarité. Parce qu'à partir du moment où on attribue la réussite et l'échec à la seule personne, et on le voit dans différents milieux sociaux, les milieux les plus favorisés, mais aussi des milieux populaires ou des milieux paupérisés. On peut le voir partout, j'allais dire. Absolument. C'est ça qui est tout à fait frappant. Donc c'est vraiment quelque chose qui est constitutif de notre société et qui, à mes yeux, constitue peut-être la menace la plus sérieuse au principe de solidarité. Il faut donc un sursaut solidaire pour nos sociétés. On a parlé des États-Unis, bien entendu, mais des pays européens. Et quel type de politique publique? Est-ce qu'il faut trouver une autre vocation à la solidarité? Est-ce qu'il faut remettre en avant les termes d'empathie, de miséricorde, qui avaient une dimension un peu religieuse, mais qui avaient le mérite d'être clairs? Alors, on est confronté à des défis très très différents et d'abord, on va être obligé de prendre en compte les questions écologiques et la question du caractère global des inégalités. Inégalité de santé, inégalité environnementale. Inégalité de santé, inégalité environnementale. On est face à des problèmes qui se déploient à une échelle qui n'est plus celle du cadre de l'État-nation, même peut-être pas celle de l'Europe. Donc je pense qu'on a vraiment intérêt à ouvrir la boîte et à réfléchir d'abord de manière globale. Ensuite, une fois qu'on voit ces problématiques, qu'on étudie leurs déterminants et qu'on voit les réponses à leur apporter, on peut réfléchir sur les institutions qu'on met en œuvre dans nos pays, là où se fait le débat démocratique. Et là, moi j'ai le sentiment que préserver les institutions qui marchent et les renforcer et leur adjoindre des compléments qui leur permettent de produire des effets vertueux sur le long terme. Un exemple très concret, ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'on dit dans le rapport, c'est-à-dire la prise en charge précoce et de qualité de la petite enfance, ça peut produire des effets vertueux parce que ça va diffuser des ressources auprès des enfants, et puis accessoirement, ça peut permettre aux femmes d'aller travailler et donc de sortir parfois de situations de pauvreté. Donc voilà, il y a des mécanismes qu'on peut imaginer, mais en étant mesure, en tout cas du point de vue français, parce que du point de vue français, c'est compliqué parce que il y a à la fois beaucoup de choses à faire
et des choses qui sont absolument inacceptables. Un enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté aujourd'hui en France, ce qui, quand on a 34% des dépenses du PIB qui part dans la protection sociale, interpelle et pose un problème. Plus que ça. Et plus que ça. Et on a en même temps une société qui est parvenue à limiter, sauf pour certaines de ses parties, la tendance très très forte à l'augmentation des inégalités qu'on peut voir aux États-Unis, au Royaume-Uni ou même en Allemagne. Donc on est dans un équilibre où il faut conserver certains éléments et puis en rajouter d'autres pour identifier et lutter contre les problématiques les plus aiguës. Nicolas Duvaux, vous avez écrit avec Robert Castel, c'était je ne sais plus quelle année. C'était en 2013. En 2013, donc vous savez que je vais parler de l'avenir de la solidarité. C'était un livre tout à fait intéressant où vous évoquiez beaucoup, vous avez des contributions aussi d'autres auteurs. Quel est l'avenir de la solidarité selon vous? Est-ce que tout ce que nous montrons là, enfin tout ce que vous nous expliquez là, de ce glissement, de ce retournement qui s'est effectué vers le dernier tiers du XXe siècle, pourrait nous amener à autre chose? Oui, ça peut nous amener à autre chose. De bon? De bon, peut-être un redéploiement de la solidarité à l'échelle globale par réaction. Vous avez par exemple l'hostilité du président américain envers la prise en compte de la question écologique va peut-être amener à une prise en compte plus globale, une implication plus large des citoyens. On peut l'espérer. Ça peut nous amener ailleurs, c'est-à-dire ça peut nous amener à ce que l'on voit, c'est-à-dire de la redistribution qui se fait vers les riches, que ce soit aux États-Unis ou en France. Et ça, c'est très préoccupant. On peut avoir la reconstitution de sociétés oligarchiques qui mettent en tension de manière très profonde les principes démocratiques qui constituent à régir nos sociétés. C'est un vrai risque. Je vous espérais une note un peu plus positive, mais on va conclure là-dessus. C'est votre conclusion. Et on lira avec beaucoup de profit le tout dernier livre que vous avez fait. Je crois que c'est le dernier paru, hein. Les inégalités sociales. C'est paru dans la célèbre collection des Que sais-je, tout y est dit. Et puis ce travail, l'investissement social que vous avez effectué avec d'autres. Quelle stratégie pour la France que l'on retrouvera à la Documentation française, avec d'autres titres assurés par Laurence Genepin sur notre site. Merci beaucoup, Nicolas Duvaux. Merci beaucoup.